Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la troisième partie de cette émission et j'en profite pour vous rappeler à vous toutes et vous tous qui nous suivez qu'il est encore temps, si vous avez envie de nous poser des questions, nos deux experts y répondront tout à l'heure. Et on va écouter ensemble de nouveau le docteur Koupaï qui va nous répondre à la question suivante. Pourquoi l'obésité doit être reconnue en tant que maladie chronique en France? Vous nous avez expliqué votre militantisme, Anne-Sophie, en la matière. On écoute à présent le docteur Muriel Koupaï. Alors l'AFERO, c'est la société savante de l'obésité en France. Elle a plusieurs missions. La première, c'est de promouvoir la recherche sur l'obésité. La deuxième, c'est la formation des professionnels à l'obésité. Et la troisième, c'est la diffusion des connaissances sur l'obésité. L'obésité, comme vous le savez, c'est très fréquent. Donc l'obésité définie par un IMC au-delà de 30 kg par mètre carré, ça représente plus de 8 millions de personnes en France. Et la notion de l'obésité comme maladie chronique est quand même relativement récente. Donc le passage en ALD, c'est-à-dire en affection de longue durée, va prendre encore quelques temps. Clairement, toutes les personnes en situation d'obésité avec un IMC à 30 ne vont pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge en ALD, mais notre travail, c'est de convaincre le ministère et la sécurité sociale que la prise en charge en ALD doit être faite pour les personnes en obésité sévère, donc notamment les personnes avec un IMC au-delà de 35 kg par mètre carré, notamment si elles n'ont pas de prise en charge en ALD pour d'autres pathologies comme le diabète, qui est déjà prise en charge, ou le syndrome d'apnée du sommeil appareillé qui est déjà pris en charge. Mais ça va prendre encore beaucoup de temps puisque ce sujet n'est pas totalement d'actualité au sein de la feuille de route obésité. Alors, professeur Ritz, que signifie cette reconnaissance à vos yeux? Alors, reconnaissance en ALD, affection de longue durée, ça veut dire que les soins sont pris en charge. Si je peux aller à l'extrême de l'autre côté, ce n'est pas toujours indispensable à la prise en charge. L'hypertension artérielle n'est pas une affection de longue durée. Les médicaments sont remboursés par la Sécu et par les mutuelles. Donc vous voyez, ce n'est pas la condition sine qua non du soin. Réserver la prise en charge, laquelle? Remboursement des consultations de diététique, d'activité physique, de psycho, prise en compte du temps dont on parlait tout à l'heure, de la consultation, etc. Si on ne le réserve qu'à certaines situations extrêmes, alors il faut qu'on renforce la prévention pour éviter au maximum ces situations. Et sans doute, je crois qu'il faut qu'on soit imaginatif pour avoir d'autres alternatives pour que, au tout début de la prise de poids, quand on arrive dans la zone d'excès de poids, on puisse empêcher que se développent les obésités les plus sévères. Alors, encore une fois, on met de côté ces obésités avec une grosse anomalie génétique dont la prévention est très très difficile, je crois. Enfin, on y arrive chez l'enfant en le maîtrisant, on y arrive un peu moins chez l'adulte quand il devient autonome. Mais vous voyez, je crois que reconnaître comme ALD, c'est un vrai progrès, mais il ne faut pas qu'on abandonne, voilà, il faut pas qu'on abandonne la partie si ça ne concerne qu'une fraction de la population des personnes en situation d'obésité. Vous avez utilisé un mot très important qui est le terme de prévention. Vous nous en disiez tout à l'heure quelques mots, Anne-Sophie. Cette prévention, elle suppose, et vous l'avez dit, d'impliquer davantage à la fois les acteurs publics et privés pour qu'ils travaillent ensemble. Que faudrait-il faire, selon vous, pour aller plus loin encore sur ces sujets de prévention? Alors moi, je pense qu'effectivement, c'est un énorme travail. Alors moi, je dis toujours, il faut partir sur un plan décennal. L'équivalent d'un plan cancer sur l'obésité, sur 10 ans renouvelables, qui effectivement serait hébergé soit au niveau de l'Élysée ou de Matignon, au niveau du Premier ministre,
qui ferait travailler à niveau équivalent tous les ministères qui rentrent en ligne de compte, et ils sont assez nombreux, et puis en mettant aussi donc, des sociétés privées qui peuvent être en capacité de former des médecins, d'informer la population, travailler avec les médias, qui donnent un maximum d'informations sur un maximum de monde avec un impact énorme, de travailler avec les maires de France. C'est-à-dire qu'effectivement, on parlait tout à l'heure des cantines, mais ça passe par là. De travailler avec les producteurs agroalimentaires, de travailler sur la transformation, l'ultra-transformation alimentaire, ce qu'on met dedans. C'est-à-dire que là, je reviens finalement au Nutri-Score. Le Nutri-Score en France, ça a été une révolution. Mais il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'il faut imposer le Nutri-Score. Et moi, je vous dirais imposer aussi le Nutri-Score sur les publicités, qu'elles soient papier, radio ou télé. Et que si, effectivement, un produit alimentaire ne bénéficie pas du Nutri-Score, de dire ce produit n'a pas le droit de rentrer dans le Nutri-Score et ne rentre pas. Alors, je suis désolée, je vais être un peu retors pour l'agroalimentaire, mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer l'ultra-transformation? Moi, je pense que oui. Et ce sont des choses qui sont en discussion à l'Union européenne aussi. Est-ce qu'il vaut mieux que l'agroalimentaire fasse un pas en disant « Attendez, on peut modifier des choses ». Et quand vous regardez les pubs, je pense à la publicité sur les soupes en briques. Il y a des gens qui ont fait du marketing qui ont dit « Ah mais vous avez bien fait de nous dire qu'en fait elle était trop salée, trop ceci, trop cela. On a changé nos compositions. » Merci. Merci. On continue. On n'est pas là pour dire un tel n'a pas bien fait, etc. On peut aller plus loin. Allons plus loin. La prévention, c'est, vous en avez parlé, les médias, les maires, etc. La prévention, c'est aussi et avant tout le médecin traitant. C'est clairement une pièce maîtresse dans le dispositif, dans ce dispositif de parcours de soins. C'est ce que nous explique Emmanuel Grenon. On l'écoute de nouveau et revient sur sa propre prise en charge. Mes attentes en termes de prise en charge, elles sont assez simples et elles sont encore une fois liées à ma propre histoire. C'est vrai que pendant tout mon parcours, le médecin généraliste n'a pas joué un rôle important alors que je pense qu'il a vraiment sa place dans la phase de diagnostic et la phase amont de conseil au patient pour lui permettre de traiter cette maladie, puisque c'est une maladie, et d'entamer un parcours pour soigner cette maladie. Moi, jamais dans mon parcours, un médecin généraliste ne m'a alerté sur ce surpoids, ne m'a alerté sur cette obésité et ne m'a encore moins orienté vers une solution de type intervention chirurgicale. Ma seconde attente, c'est peut-être sur la prévention. On fait des choses, on a ces campagnes de publicité, on voit bien que l'on essaie au travers d'un petit peu d'éducation thérapeutique notamment d'expliquer à nos enfants l'importance de l'alimentation, l'importance d'une bonne alimentation, mais force est de constater que tout cela ne fonctionne pas complètement et qu'on a encore sans doute beaucoup de pistes à explorer pour avoir une prévention encore plus efficace. Mes attentes sur le suivi sont assez évidentes. Je pense qu'il faut vraiment structurer et formaliser un suivi, pas simplement les premières semaines, les premiers mois après l'intervention, mais finalement tout le temps, tout le reste de la vie du patient. À mon niveau, j'ai instauré ce suivi avec un endocrinologue. On se voit 2 fois par an. Dans le cadre de ces entretiens, à chaque fois je viens avec un bilan sanguin extrêmement complet qui permet de faire un petit peu le point sur toutes les constantes, de vérifier que je n'ai pas de carence et discuter avec lui d'éventuelles actions de correction si on voyait quelque chose évoluer dans une direction non souhaitée. Moi, ce que je retiens aussi au niveau du suivi, c'est que tout cela a un coût qu'aujourd'hui je supporte et je pense que le système de santé reconnaissant l'obésité comme une maladie devrait, comme pour le cancer, prendre en charge les différentes étapes de ce suivi, que ce soit l'intégralité des analyses qui rentrent dans le bilan sanguin, que ce soit la prise en charge des compléments de vitamines, que ce soit une consultation de diététique ou une consultation avec la psychologue. Je pense qu'il est important de pouvoir accompagner chaque patient avec un parcours structuré, prise en charge
hein, ce qui démontrerait vraiment la volonté du système à considérer l'obésité comme une maladie comme les autres. Alors, de nouveau, des propos très forts, hein, puisque Emmanuel Grenon insiste sur cette nécessaire qualité de l'accompagnement qui a parfois fait défaut, on le comprend à travers son témoignage, pour éviter les pertes de chance des patients, éviter la déshérence. Quelques mots, Anne-Sophie, sur son témoignage et sur le rôle des professionnels de santé. Il est capital. Enfin, alors, je fais un petit peu d'humour. Nous sommes dans la soirée. On vous a jamais autant aimé, en fait, les professionnels de santé. C'est-à-dire que si, même si parfois on râle un peu, on est un petit peu exigeant sur certaines choses, on a un besoin de vous, mais à plein de niveaux. À plein de niveaux. Et quand un patient vient et, entre guillemets, je prends des mots crus, mais vous met ses tripes sur la table en disant « aidez-moi ». Mais en fait, il faut voir tout ce qu'il y a derrière le « aidez-moi », en fait. Aidez-moi à plein de niveaux. Et c'est à la fois un cri d'alerte, et puis d'un autre côté, en se disant, mais si vous ne m'aidez plus, ou si vous ne pouvez pas m'aider, ou si vous ne pouvez pas m'accompagner et être avec moi, je vais partir dans des flots sur je ne sais pas si je vais en revenir, en fait. Il est là, le truc. Et je pense que c'est là où il est important qu'effectivement, il y ait un travail où le patient est au cœur du système, qu'on travaille avec les médecins, parce que l'équipe pluridisciplinaire, et qu'on puisse donner aussi des outils aux patients en disant, voilà, le mode d'emploi, finalement, faire une forme de vulgarisation. On l'a déjà fait à la Haute Autorité de Santé sur la chirurgie bariatrique, où en fait, on voyait les pavés de la chirurgie bariatrique à la HAS, un petit pavé de 450 pages, écrit encore 6, tout petit, où on m'avait dit, il faut filer ça aux patients. Ah non, on va vulgariser avant. Et en fait, on a fait un document qui fait 16 ou 18 pages, et les patients partent là-dedans en se disant, mais là, je comprends tout. Je vois tout. Ils se projettent, ils disent, mais ça, j'ai peur, ça, je ne comprends pas, et ça, pourquoi, etc. C'est ça qu'il faut. C'est ça dont on a besoin. Et effectivement, le patient, il a tellement travaillé son dossier avant, finalement, parce que ça revient un peu à ça. Et puis, il a une information qui est validée par les instances et par les sociétés savantes. Ça a une importance. C'est quand vous regardez sur Internet, vous avez à boire et à manger. Ça, c'est sûr. Et là, il ne faut pas rentrer là-dedans. Donc, en fait, il faut que ça soit une info qui soit vulgarisée et qui soit labellisée. Et effectivement, là, on pourra se dire, OK, sur quoi je peux partir, sur quoi on peut partir, et travaillons et avançons ensemble. On a quand même le sentiment que les choses évoluent un peu. On va parler tout à l'heure de l'avenir, mais je propose avant qu'on regarde une toute dernière interview du Dr Koupaï. Je représente l'AFERO au sein de la feuille de route obésité, qui est donc le plan obésité actuel, 2019-2022. C'est le deuxième plan en France, le premier ayant été fait entre 2010 et 2013. Donc c'est une grande opportunité pour tous les spécialistes de l'obésité de pouvoir avancer et améliorer la prise en charge des personnes en situation d'obésité. L'AFERO fait partie plus spécifiquement de l'axe formation des professionnels, information des personnes en situation d'obésité. Et à ce titre, notre priorité actuellement est d'augmenter le nombre d'internes EDN, puisque s'il n'y a pas de spécialistes de l'obésité pour appliquer les recommandations de la feuille de route, finalement, cette feuille de route ne va pas servir à grand-chose. Actuellement, il faut savoir que le nombre de spécialistes formés en obésité est très clairement insuffisant et ne permet pas d'obtenir une prise en charge optimale des personnes en situation d'obésité en France. Parmi les autres axes de la feuille de route qui me tiennent à cœur, il y a la prise en charge du suivi en ville pour les consultations de diététique et de psychologue. Donc c'est quelque chose qu'on demande depuis maintenant plus de 15 ans et qui devrait pouvoir se faire par le biais de forfaits, comme ça se fait dans d'autres maladies. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes en situation d'obésité qui ne peuvent pas être suivies à l'hôpital puissent bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale, de leur suivi en diététique et en psychologie, afin de pouvoir tout simplement être suivis correctement. Il y a un dernier axe de la feuille de route
qui me tient à cœur également, c'est la pertinence de la chirurgie bariatrique. Donc c'est un axe qui a bien avancé et qui va permettre d'améliorer la qualité du suivi des patients opérés de chirurgie bariatrique en France, car on sait que ce suivi est nettement insuffisant, que beaucoup de personnes sont perdues de vue, livrées à elles-mêmes, ne savent pas vers qui se tourner, et on travaille beaucoup sur l'amélioration du suivi de ces personnes opérées en France, qui représentent maintenant 500 000 personnes en France. Alors Anne-Sophie Joly, très rapidement, parce qu'on commence à manquer de temps, elle en parle très bien, Muriel Coupaille, de la prise en charge qui n'est peut-être pas tout à fait assez musclée. Quelle est la feuille de route, très rapidement? Alors la feuille de route, elle avance. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Tant qu'elle n'est pas sortie, c'est le ministère qui doit faire ses annonces. Le collectif en fait partie. Voilà. Il y a des choses qui ont été resserrées. Il y a des choses qui vont avancer. Maintenant, il faut que les acteurs s'accaparent ce projet. Parce que ça ne pourra pas se faire si effectivement les médecins ne s'accaparent pas le projet et si les patients et la population ne se l'accaparent pas non plus. Donc une chose, elle parlait effectivement de la chirurgie bariatrique. L'un des problèmes de la chirurgie, c'est effectivement le suivi. Il y a tout un tas de sujets qui ont été réglés au travers de la chirurgie bariatrique. C'est qui, quoi, comment, par qui. Vous avez raison, il y a un problème de suivi. Pardon, je vous interromps, mais je me tourne vers vous, professeur Ritt, sur cette question du suivi. Il y a une expérimentation très intéressante qui a été menée dans le cadre de BariaUp. Je vous laisse nous en dire quelques mots. Alors, Muriel Coupaille l'a dit, il y a des perdus de vue. C'est-à-dire, je crois que le concept auquel beaucoup d'entre nous, et moi le premier, avons cru, c'est que la chirurgie est tellement efficace pour la perte de poids, tellement efficace pour éteindre le diabète, pour diminuer d'un tiers le nombre de cancers, pour réduire la mortalité, qu'on a cru que c'était génial, que l'opération était là et que c'était bon pour toujours. En fait, la maladie obésité est une maladie qui récidive. Et c'est ce que dit la communauté européenne, c'est une maladie chronique qui récidive. Donc, elle est susceptible de revenir. Donc, la chirurgie ne suffit pas en elle-même. Elle doit s'accompagner d'une gestion pluriprofessionnelle de l'activité physique, de l'alimentation, du bien-être, de la psycho, etc., etc. Formation, on a dit tout à l'heure, formation des professionnels. Anne-Sophie a dit aussi vulgarisation, donner un document qui convienne. On a des expériences en France, je digresse un peu, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. On a des expériences en France où on commence à former des patients au partenariat avec les soignants dans les maladies chroniques. Il y en a à Paris, il y en a à Toulouse, il y en a à Marseille, à Grenoble, etc. C'est intéressant. On a des MOOC, des formations en ligne qui sont disponibles pour tout le monde maintenant, sur certaines maladies chroniques, sur la chirurgie aussi. Donc, on a des perdus de vue, on voudrait que les patients deviennent plus compétents, on voudrait que les soignants deviennent plus compétents et on voudrait qu'ils aillent ensemble sur le même parcours, c'est-à-dire je vais de là à là, loin dans ma vie, avec quelque chose qui fonctionne. Et donc, on a inventé avec le centre spécialisé de l'obésité de Lyon, celui de Lille, celui de Toulouse et Medtronic, un accompagnement sur 5 ans qui se caractérise par du pluriprofessionnel, du gain de compétences pour les patients avant l'opération, 3 à 6 séances d'une demi-journée, après l'opération, 5 séances la première année, 3 la deuxième, puis 2 tous les ans jusqu'à 5 ans, où on apprend des choses et on apprend des compétences. J'apprends à gérer la difficulté que j'ai quand je suis un peu triste, quand je suis fatigué, quand je suis stressé. J'apprends à prendre mes vitamines. J'apprends, comme le disait M. Grenon, à ne pas oublier de faire mon bilan, parce que c'est très important, et de solliciter le médecin spécialiste ou le médecin traitant, etc. Et dans cette expérience, on donne les vitamines. Ça s'appelle un article 51. Alors, il y en a plusieurs. C'est l'État qui finance des expérimentations
pour voir si cette modalité-là entraîne un résultat meilleur que la modalité habituelle. Alors, il y en a une chez les enfants, ça s'appelle Obépédia, et ce Baria-Up, c'est chez les adultes pour la chirurgie. On va évaluer ce que donne cette stratégie, et si l'évaluation est favorable, alors peut-être, dans 5 ans ou un petit peu plus, l'État décidera que c'est la modalité d'accompagnement et elle sera financée. Pluriprofessionnelle. Alors on va suivre ça de très très près. Ah oui. Ce que je propose, c'est qu'on écoute ces dernières questions qui nous sont posées avant de conclure. La première, c'est comment soigne-t-on l'obésité? Vaste question. Je trouve qu'elle est très bien posée cette question. On prend soin. Alors les soignants, ils disent on prend en soin, on soigne, on fait attention. Ça veut dire on va prendre toutes les dimensions de la maladie et puis on va essayer de corriger, améliorer, faire changer toutes les choses qui ont généré la prise de poids et sur lesquelles on peut modifier des comportements. Le soin, c'est ça. 2 petites choses, la chirurgie, on en a parlé, l'arrivée des médicaments. Il arrive aujourd'hui en France, enfin en Europe déjà, et en France, des médicaments qui sont très efficaces, jusqu'à 15 à 18% de perte de poids. Ces médicaments, c'est presque pareil que la chirurgie, ça marche très bien, mais il faut accompagner la personne dans ses changements. Bien sûr, bien sûr. D'après le docteur Koupaï, les études ou les débats ne peuvent pas prendre les personnes diabétiques en cas d'obésité. Je veux dire, si on est diabétique en ALD, juste pour le diabète et l'obésité, débrouille-toi. Voilà, on sent une forme d'agacement de la part de la personne qui pose cette question, mais effectivement, on revient à cette notion on se retrouve un petit peu à devoir par soi-même avancer. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anne-Sophie, cette C'est compliqué, remarque? c'est à la fois compliqué, je comprends la question. Je repenser à ce que disait Patrick, c'est en fait, on soigne la maladie, on soigne aussi les patients. C'est-à-dire qu'on n'a pas la science exacte. L'obésité, elle est multifactorielle. Il faut vraiment prendre les gens dans leur globalité sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils sont métaboliquement parlant, sur ce qu'ils sont psychologiquement parlant aussi. Et effectivement, il n'y a pas la pilule miracle, elle n'existe pas. Elle n'existe pas encore. Pas encore, c'est ce que j'allais dire. Voilà, le premier qui trouve, on écoute, puis on étudie. Mais voilà, c'est compliqué. L'obésité, c'est 18 pathologies associées. Le Covid, c'est la 19e. Donc... on voit bien la nécessité d'une prise en charge globale et d'une approche très holistique, même si le terme peut être un peu galvaudé.